En musique numérique, il y a deux éléments indispensables pour lire vos fichiers musicaux, c'est le lecteur et le convertisseur. Effectivement, Mélanie, en musique numérique, si on n'a pas de DAC, tout simplement, on ne va pas pouvoir lire sur notre installation hi-fi ou sur le setup casque les fichiers audio, les plateformes de streaming, car ce signal, cette information numérique, elle doit être impérativement convertie en un signal analogique qu'on va envoyer à l'ampli hi-fi ou à l'ampli casque. À la boutique d'Eric.com, on a de nombreuses questions sur le sujet du DAC qui reviennent très régulièrement au téléphone et par mail. C'est déjà 1, comment je le branche, 2, comment je rentre dans le DAC et comment j'en sors, quel câble je dois utiliser. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir répondre à toutes vos questions et discuter de la meilleure qualité musicale. Eric, est-ce que tu peux une fois encore, parce que ce sujet a été de nombreuses fois abordé dans nos vidéos, nous redire ce que c'est qu'un convertisseur ou un DAC dans la hi-fi? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le DAC, il est présent de partout aujourd'hui, puisque la grande majorité de nos sources sont numériques. Je dirais, si on enlève le tuner FM radio et la platine vinyle, on va avoir comme source le lecteur CD, l'ordinateur, la télévision aussi, elle est forcément numérique, le smartphone et puis tous les lecteurs réseau hi-fi. Donc on a besoin d'un DAC. Donc en fait, le DAC, si on y réfléchit bien, il y en a dans tous les produits qu'on utilise tous les jours pour écouter la musique. Alors, c'est vrai, quand je dis on a besoin d'un DAC, fort heureusement, il est inclus dans les appareils que je viens de citer. Après, c'est quand on recherche une meilleure qualité sonore, et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment l'utiliser, un DAC externe ou un DAC intégré à des produits. Donc, par exemple, quand j'ai un téléviseur, fort heureusement, la TNT ou la télé qui arrive par Internet, il y a un DAC qui va permettre de convertir le son sur les HP. Pareil, sur notre smartphone, je peux bien écouter la musique avec un casque filaire par exemple, donc c'est bien que j'ai un DAC intégré à mon iPhone par exemple. Donc à la boutique d'Eric.com, on est souvent interrogé aussi sur la qualité des puces de conversion, les marques qui proposent ces puces-là. Et donc nous, qu'est-ce qu'on préconise? Alors c'est vrai que dans tous les tests, si vous regardez les tests qu'on a fait sur les derniers lecteurs réseau qui embarquent des DAC, sur quel DAC choisir, on fait attention à bien vous mettre en avant les fabricants de ces puces de conversion que sont Saab, Burr Brown qui aujourd'hui a été racheté par Texas Instruments, AKM, Cirrus Logic qui sont les plus connus. Après on va être chez Auralic ou chez Chord qui programment leurs propres puces. Donc ça on le met bien en avant dans chaque DAC, dans chaque test. Ça ne sera pas l'objet aujourd'hui de notre vidéo, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est comment j'utilise le DAC, soit intégré dans un appareil, soit un DAC externe. Et comme tu l'as dit, comment je rentre mon signal numérique et comment je sors ma musique, mon signal analogique. Dans le monde de la hi-fi, si on y regarde de plus près, il y a deux types de DAC, soit le DAC externe, soit le DAC interne ou intégré. Exactement. Le DAC externe, c'est celui que nous présentons dans de très nombreuses vidéos, on en a avec nous ici. C'est vraiment un produit d'entrée-sortie, c'est-à-dire que je rentre en numérique, je sors en analogique et on ne peut vraiment pas faire autrement. C'est-à-dire régulièrement dans la question, j'ai un DAC de bonne qualité dans ma source et j'aimerais en utiliser un deuxième. Donc ça, c'est complètement impossible. On ne peut pas sortir du numérique pour rentrer à nouveau en numérique dans un autre DAC. Ça n'existe pas des produits qui font ça. Tout comme, vous allez le voir dans les vidéos, on ne va pas rentrer en analogique dans un DAC. Donc c'est vraiment ce qu'on veut vous préciser sur ces vidéos, c'est qu'est-ce que je fais rentrer, qu'est-ce que je fais sortir et comment. Et le DAC qui est présent dans d'autres produits hi-fi qui ont d'autres fonctionnalités. C'est vrai que c'est un peu ce qui est compliqué parce que par exemple au début des lecteurs réseau, beaucoup de fabricants, nous on n'a vraiment jamais utilisé ce terme pour être très simple, beaucoup de fabricants ont parlé de DAC réseau, de streamer DAC, on entend parler d'ampli DAC, etc. Donc nous ce qu'on essaye de faire dans toutes les vidéos, dans toutes les fiches produits de la boutique d'Eric.com, c'est bien vous expliquer ces fonctionnalités. Donc on ne va pas se dire tiens j'ai envie d'avoir un DAC avec lecteur CD. En fait, c'est à l'inverse qu'on raisonne. C'est j'ai un lecteur CD et justement, il embarque un DAC pour faire la conversion de la galette, le signal numérique, en un signal analogique. Donc oui, il y a des lecteurs CD qui embarquent des DAC et certains permettent même ensuite, pour des sources externes, d'adresser aussi ce DAC.
Donc c'est ce qu'on va retrouver par exemple chez Roxane avec le K3 CD-DI, on a cette possibilité. Ensuite, beaucoup de lecteurs réseau, là par exemple j'ai un des lecteurs réseau les plus connus avec nous, le Node version 2025, intègre un DAC pour la lecture de ses fichiers, de la plateforme de streaming qu'il fait en natif avec son streamer, son lecteur réseau. Et on a aussi la possibilité d'avoir des entrées numériques. C'est typiquement l'entrée HDMI numérique. Ça va permettre de brancher son téléviseur dessus. C'est à la fois pratique et ça permet d'avoir une meilleure conversion du signal de la télé sur cette partie-là. Et enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les fameux amplis DAC. Donc nous, on n'utilise jamais ce terme. Mais on va le retrouver beaucoup sur les amplis aussi connectés. C'est-à-dire qu'en plus d'embarquer le lecteur réseau, ils ont forcément un DAC et ils offrent la possibilité par des fiches, des entrées numériques, d'adresser ce DAC. Donc par exemple, c'est très pratique. On veut renouveler son installation, on se dit tiens, je vais changer mon ampli. J'en profite pour prendre un ampli connecté. Donc il a forcément un DAC. Et ben, je peux garder ma bonne vieille platine CD et profiter d'une conversion plus performante, plus musicale qui apporte un DAC moderne par exemple. Alors avant toute chose, les entrées numériques du DAC, c'est là où on rentre le signal. Est-ce que tu peux, on va dire, nous expliquer et bien nous remontrer comment ça fonctionne? Alors je vais utiliser ce produit qu'on a avec nous qui pour moi justement couvre tous les aspects de comprendre ce que c'est un DAC externe. C'est le modèle de Cambridge, le DAC Magic 200M. Alors si vous voulez des précisions, vraiment aller dans le détail, on a fait un test complet sur le blog et en vidéo, donc là vous pourrez tout savoir. Donc ici on peut voir justement sur un boîtier d'assez grande taille, on a toutes les connectiques. Et ce qu'on va faire attention dans un premier temps, ce sont les connectiques numériques. Alors bonne nouvelle, les fabricants nous aident. On peut voir que sur les entrées, il y a bien IN qui est spécifié sur chacune d'elles. Et là aussi sur les sorties, il y a le OUT. Donc déjà ça va nous aider à savoir où je rentre. Où je sors. Et où je sors. Alors, les premières hyper connues, c'est celle-ci. Là, je les enlève, vous les avez avec un petit bitonio. C'est la fameuse entrée optique. Donc, tout signal optique, c'est forcément que du numérique. Elle est désignée par son nom optique SPDIF Toslink. Donc, je vais préciser ces points-là. Le SPDIF, on le trouve, on verra sur 2 connectiques. Et qu'est-ce que veut dire cela? C'est tout simplement au moment où sont arrivés les lecteurs CD, il y avait besoin de créer des connectiques, un protocole de communication numérique. Donc Sony Philips, les inventeurs du CD, se sont associés et ils ont créé le Sony Philips Digital Interface Format, donc le SPDIF, tout simplement. Ensuite, il y a Toshiba qui est rentré dans la course et eux, ils ont dit, nous, on va créer une connectique bien pratique qui s'en fiche correctement. Et donc, c'est la fameuse prise Toslink qu'on voit ici. Donc, elle est facile à repérer. Elle a une forme presque carrée, et j'insiste sur le presque carré parce que le bas est légèrement arrondi. Donc, on le trouve ici, on le trouve dans les câbles. J'insiste bien repérer la partie rectangulaire de la partie arrondie parce que c'est un détrompeur quelquefois. Et on a déjà reçu en SAV des produits où malheureusement, ça a été un peu forcé, ça a cassé, ça ne va pas du tout. Ensuite, on en l'a vu, hein, on est sur des câbles très fins, donc ça c'est très pratique à manipuler. Derrière un téléviseur qui est contre le mur, ça va être super facile à utiliser. Donc ça c'est les raisons qui peuvent déjà nous amener à choisir cette connectique. Est-ce qu'il y a sur cette connectique des avantages et des inconvénients à considérer lorsqu'on fait le choix du câble? Le premier avantage, c'est qu'on est sur un faisceau lumineux, donc ce n'est pas un signal électrique, donc il a une excellente isolation électrique justement par rapport aux autres câbles qui l'entourent, aux autres appareils qui l'entourent. Donc on le voit très bien dans un meuble audio-vidéo, c'est celui qui sera le moins perturbé. Donc ça c'est le premier avantage. Il est très répandu, donc on a quelque part toujours un câble optique disponible pour faire ses branchements. Ça fonctionne très très bien en termes de fiabilité. Comme je vous disais, du moment que vous avez cette lueur rouge qui indique que la prise est active et que vous regardez au bout du câble quand vous l'avez branché, qu'elle est aussi présente, c'est que le signal lumineux et donc numérique fonctionne très très bien. Ce sont des câbles légers, donc très pratiques dans beaucoup d'installations et proposés par tous les constructeurs à un excellent prix. Bon, là, on a vu beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients à sélectionner le câble optique? Alors en Hi-Fi et en audio-vidéo, parfois on va lui préférer d'autres connectiques qu'on va voir parce que la bande passante qui est possible
c'est de véhiculer un signal audio numérique de 24 bits jusqu'à 96 kHz. Donc ça ne permet pas d'aller au-delà de certains formats de très haute définition. L'autre entrée très connue en numérique, à part l'optique, c'est le coax ou le coaxial. Exactement. C'est apparu en même temps. D'ailleurs, ils utilisent le même protocole SPDIF, donc toujours proposé et créé par Sony et Philips. Celui-ci s'appelle uniquement coax ou coaxial SPDIF, jamais Toslink, parce que comme je l'ai dit, Toslink, c'est vraiment le format de la prise optique. Il est là aussi très facile à repérer. Alors, on était en train de regarder sur les appareils qu'on a avec nous, parce qu'en général, il est orange. Et comme il y a toujours une exception qui confirme la règle, sauf chez Cambridge. Donc, c'est une prise, si vous la regardez à l'arrière, elle est vraiment les mêmes dimensions que la fameuse prise analogique RCA. Donc, il faut faire attention à ça. Elle est 9 fois sur 10. Vous l'avez sur le Note 2025, vous l'avez sur les Vans Solo Z8 à l'arrière. Elle ressemble à une prise RCA, comme je le disais, mais justement à l'intérieur, elle est orange. Donc là, c'est assurément une sortie ou une entrée coaxiale numérique. Et elle est seule, et c'est parfaitement normal, parce que le format et le protocole SPDIF véhiculent sur un seul câble le signal stéréo. Donc ça, c'est super important à bien comprendre aussi. Et cette connectique coax, on la retrouve sur quel type d'appareil dans notre quotidien ? Là aussi, depuis le début des années 80, l'arrivée du CD, elle est vraiment présente dans beaucoup d'appareils. Donc, la très grande majorité des lecteurs CD, DVD, Blu-ray long, les consoles de jeux, souvent, pouvaient proposer les deux, même si elles ont tendance à préférer l'optique. Les téléviseurs, on peut de temps en temps en trouver. Donc, elle est un peu moins présente que l'optique, mais notamment en Hi-Fi, on le voit sur tous les lecteurs réseau en sortie numérique et donc tous les DAC aussi en entrée, on va vraiment la trouver très présente. Et là, qu'est-ce qui va me pousser par rapport à l'optique à choisir le coax? Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. C'est vrai que comme c'est des prises, les connectiques numériques, optiques et coaxiales qui sont nées en même temps, elles s'affrontent depuis longtemps. Il y a les partisans de l'un, les partisans de l'une. On verra ça dans les forums. Nous, souvent, on a fait des tests. Franchement, c'est difficile. Pour moi, on va surtout choisir sur la bande passante que permet le coaxial numérique. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est du 24 bits, mais qui peut aller jusqu'à 192 kHz. Donc ça peut être une des premières raisons du choix. Ensuite, je dirais que c'est à l'inverse de l'optique. Elle, c'est un signal électrique. Alors, il a un avantage, c'est qu'il est moins sujet à des erreurs de communication entre la source et le récepteur. Donc, ces fameux mécanismes de synchronisation ou s'il y a des perturbations, on a du jitter. Donc, c'est ce qui peut expliquer que certaines écoutes, on peut les préférer en coaxial parce qu'on sait que le jitter peut tasser un peu la dynamique. Mais encore une fois, dans la majorité des écoutes, si on est chez le même fabricant, dans la même gamme de prix, c'est extrêmement difficile de choisir. Après, l'inconvénient que ça peut avoir, justement, c'est si on veut vraiment s'affranchir des perturbations de l'environnement, on va préférer l'optique, là où le coax peut être un peu perturbé de ce côté-là. Et puis, sur des longues distances, on va préférer l'optique par rapport au coaxial. Donc, le choix peut se faire là. Mais encore une fois, en Hi-Fi, souvent, c'est 1 ou 2 mètres. Donc, c'est pour ça que là, c'est plutôt si j'ai un appareil qui est uniquement optique et que du coup, il ne me reste qu'une prise coaxiale pour un second appareil, ça va me permettre de faire le choix tout simplement. Et on le voit d'ailleurs sur le DAC Magic. J'ai 2 entrées optiques, 2 entrées coax. Au final, je peux brancher 4 appareils dans une excellente qualité sonore. Une connectique qui évolue en revanche avec le temps et en 2025, on en parle beaucoup, c'est l'USB. Oui, c'est vrai quand on pense musique numérique aujourd'hui, quand on sait que nos sources privilégiées, ça va être smartphone, ordinateur et streamer, c'est des produits qui ont tous des connectiques USB, donc des sorties USB. Donc on va regarder ces DAC-là et qui au fil du temps évoluent parce qu'effectivement les premiers sont arrivés tout simplement avec la fameuse prise USB-A rectangulaire qu'on voyait sur tous nos ordinateurs fixes et portables. Ensuite, en Hi-Fi, ils ont... Alors là, je n'en connais absolument pas les raisons. Et quand on regarde le DAC Magic Cambridge qu'on a avec nous, c'est la fameuse prise carrée qui ressemble d'ailleurs, qui reprend le même principe un peu que l'optique. C'est-à-dire que sur le bas, c'est bien rectangulaire et légèrement arrondi sur le haut. Donc ça, c'est la fameuse prise type B. Historiquement, d'ailleurs, elle était sur les imprimantes. Je ne sais pas quelles raisons ont amené les fabricants de Hi-Fi à ne pas utiliser de l'USB-A vers USB-A, qu'ils ont pris l'USB-B.
Après, on en parlera tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a des prises médias pour faire le distinguo ou autre. Et aujourd'hui, en plus, les normes européennes poussent là-dessus. Et bien, de plus en plus, on voit des produits qui embarquent de l'USB-C. Alors là, l'avantage, effectivement, c'est que tous nos ordinateurs aujourd'hui sont USB-C. Les smartphones, y compris iPhone, Apple, y est enfin passé avec les derniers modèles. Ça veut dire que là, c'est plus simple, c'est USB-C, USB-C. Donc, je sors d'une source numérique et je rentre en USB dans un convertisseur. Donc, à t'écouter, on a l'impression que l'USB représente beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Exactement. Je dirais, première possibilité, c'est comme là, on est sur un protocole qui est beaucoup utilisé dans l'informatique, dans la communication entre appareils numériques, c'est qu'il a été vraiment travaillé pour véhiculer des très hauts débits, de la grande quantité d'informations. Donc c'est vrai que c'est sur les streamers et donc sur les DAC dont on est en train de parler, c'est la seule connectique qui va permettre d'aller jusqu'aux très très hautes résolutions, c'est-à-dire du 32 bits jusqu'à 768 kHz. Et donc c'est par exemple très utile pour les formats aussi type très haute résolution comme les formats DSD 512. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on veut choisir par exemple cette connectique. Vous achetez des fichiers chez Qobuz, dans les derniers formats, parce qu'ils proposent aujourd'hui du téléchargement de fichiers DSD. Mais là, il est clair qu'il faut absolument avoir un DAC qui ait une prise USB, parce qu'on ne pourra pas lire dans ces hautes résolutions ces fichiers si on ne fait uniquement un branchement sur un DAC en coaxial ou en optique. Ensuite, l'autre avantage, c'est que lui, il est sur un autre protocole, c'est pas du SPDIF, et là, ça va permettre de véhiculer vraiment tous les formats numériques, que ce soit de la stéréo simple, PCM, du DSD comme je viens de l'évoquer, et ce qui plaît beaucoup aussi, c'est la possibilité de faire du multicanal. Donc là, on va pouvoir le faire sur cette connectique USB, et aujourd'hui, je dirais, il est inconcevable qu'un fabricant de DAC ne mette pas aussi une prise USB, voire certains DAC vont avoir que cela. Quand on a un besoin de compacité, de taille réduite, c'est clair qu'on le voit, c'est que de l'USB. Alors avant, il y avait micro USB, mini USB, donc maintenant c'est simple, c'est de l'USB-C. Bon d'accord, plein d'avantages. Essaye juste de me trouver un petit inconvénient à cette connectique. Cette connectique USB pour rentrer dans un DAC, effectivement, quand on regarde les nouveaux amplis du monde du home cinéma, donc les fameux AVR, que ce soit chez Denon, chez Marantz, chez Yamaha, ils ne proposent pas de connectique USB pour adresser le DAC, tout simplement parce que dans le monde du home cinéma, on va véhiculer un signal numérique, mais audio-vidéo, et là on utilise l'HDMI. Alors dans l'USB, il faut quand même faire attention à quelque chose, parce que USB, ça ne veut pas obligatoirement dire entrée et sortie numérique d'un flux d'un appareil Wi-Fi en fait. Exactement, ça c'est super important. Je pense notamment à une des dernières marques qu'on a rentrées en lecteur réseau et streamer, donc de l'allemand Lindemann, où on a une connectique USB sur le lecteur réseau, et c'est absolument pas pour sortir vers un DAC externe, c'est une prise USB, et bien très classique de ce côté-là, c'est pour mettre une clé USB, un disque dur, ou aujourd'hui on va mettre un SSD. Donc il faut faire attention, quand vous regardez simplement à l'arrière d'un appareil, vous voyez de l'USB-A et de l'USB-C. Alors je vous rassure, si c'est du B, vous êtes sûr que c'est pour le DAC. Mais USB-A, USB-C, ça peut être aussi ce qu'on appelle une prise, nous on l'a bien identifié clairement sur la boutique d'eric.com, de l'USB média. Donc je vais pouvoir brancher les supports amovibles en question, mais en aucun cas, si c'est un lecteur réseau, je ne pourrai sortir vers un DAC externe, tout comme je ne pourrais pas utiliser son DAC interne par cette connectique. Donc ça, c'est super important. Après, on a d'autres appareils, je pense notamment à chez Bluesound depuis la version 2021. Ils ont fait évoluer la prise USB, c'est-à-dire historiquement, là vous le voyez, vous avez une prise USB-A. Je peux venir brancher un support amovible, ma clé, mon disque dur, mon SSD. Je lirai les fichiers audio par le lecteur et bien sûr convertis par le DAC interne. Et ils l'ont fait évoluer, alors d'abord en partie électronique et en partie software. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette connectique, je peux aussi m'en servir pour sortir sur un DAC externe. Donc elle fait les deux. Par contre, elle ne fait pas les trois. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir, depuis une source numérique, rentrer en USB-A sur un node pour utiliser son DAC interne. Alors ça peut paraître complexe. Nous, on fait vraiment attention. On a mis des pictos. On explique clairement le rôle de chaque prise USB, si elle permet de sortir en numérique,
de rentrer en numérique ou si c'est de l'USB média. Et attention, en bonus, on met aussi quand il y a des appareils qui proposent de l'USB de charge. C'est-à-dire qu'il y a des postes radio, vous pouvez charger votre smartphone grâce à l'USB et vous ne pouvez rien faire d'autre. En tout cas, nous, on le précise clairement à chaque fois. Et là, sur l'USB média, des avantages et des inconvénients? Là, le vrai avantage, c'est que c'est une fonctionnalité. C'est-à-dire que sur un Note 2025, j'arrive avec ma clé USB-A, je la branche, j'ai mes fichiers audio dessus, je peux les lire directement sur l'appareil de manière complètement autonome. Pas besoin de connexion Internet, pas besoin d'un NAS, pas besoin d'un ordinateur pour héberger tout ça. Donc ça, c'est clairement très très pratique. C'est ce qu'on appelle de la lecture locale directement du contenu. Au registre des inconvénients, c'est juste ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bien comprendre la fonction de la prise, elle sert souvent que d'USB média ou elle peut être mixte. Là, il faut se référer tout simplement au descriptif du produit et comprendre ce qu'il en est sur cette connectique. Tout à l'heure, Eric, on parlait de des prises HDMI. Et là, dernièrement, on a rentré au catalogue et fait une vidéo sur le Marantz 70S qui, lui, dispose d'entrée HDMI et même de port HDMI ARC. Exactement, on voit apparaître de plus en plus de produits modernes, alors surtout des amplis et des lecteurs réseau, parce qu'à ma connaissance, pas de DAC externe, qui permettent justement d'utiliser un convertisseur, donc interne, pour gérer le flux audio-vidéo et donc la partie audio. Donc c'est les fameuses prises HDMI, comme tu évoquais. Récemment, on a présenté le Marantz 70S, qui est bien équipé en prise HDMI. Donc ça permet en fait de faire convertir toute la partie audio du flux audio-vidéo par le convertisseur, le DAC intégré du Marantz. Et est-ce que tu peux préciser sur quels appareils on peut le trouver? Alors clairement, toutes les TV modernes ont ces fameuses prises HDMI ARC. Donc là, je vous renvoie sur les nombreuses vidéos à la fois de produits, je pense à la Sonos qui porte bien son nom, Ultra Arc, les amplis en question, on vous explique bien comment ça fonctionne. On a fait aussi une vidéo qui a un gros succès qui parle des câbles HDMI, on précise tout ça. Donc voilà, toutes les TV modernes ont ces connectiques ARC qui permettent de descendre vers un DAC intégré d'un ampli. Le HDMI, on va le trouver sur toutes les sources que vous connaissez, votre box télé, l'Apple TV, toutes les consoles de jeux. Donc on va vraiment pouvoir sortir en numérique et aller vers un convertisseur. Et récemment, je pense aux toutes dernières versions du Node, le 2025, on peut voir ici qu'on a une prise HDMI iARC. Donc justement, ça va permettre depuis un téléviseur d'aller utiliser son DAC interne. Donc ça, c'est une fonction et ça a été très demandé chez les produits Eversolo. Et très bonne nouvelle, au moment où on va sortir cette vidéo, ils seront déjà complètement disponibles. On a déjà pris les précommandes. C'est tous les nouveaux A6, les Eversolo A6 génération 2, donc le standard et le Master Edition, embarquent une prise HDMI qui va vous permettre justement d'utiliser leurs excellents DAC pour faire de la conversion musicale et numérique. Et là, pareil, sur des prises HDMI, quels sont les avantages et les inconvénients? Le fait qu'elle apparaisse sur des nouveaux lecteurs modernes, ça amène cette connectique qu'on n'avait peut-être pas sur un ampli dont on adore la musicalité, qui est plus ancien. Donc Node et Eversolo vont permettre cela. Ça permet aussi de faire jouer et de convertir tous les formats audio multicanaux. C'est clair que le HDMI, c'est lui qui va véhiculer tout ce que vous connaissez en cinéma, en home cinéma, le Dolby Digital, le DTS. Donc là, c'est clairement sur ce format et cette connectique qu'on va privilégier. Et puis, la raison pour laquelle on vous parle beaucoup du ARC et du iARC, c'est que ça simplifie les connectiques aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir un seul câble qui va monter et descendre entre le produit dont on a le DAC en question et le téléviseur. Donc ça va dans le bon sens de la simplification. À un moment donné, on entendait parler que le HDMI allait être la connectique numérique, c'est-à-dire faire disparaître l'optique, le coax et l'USB. En tout cas, dans la hi-fi, ils ont bien envie de garder l'USB. Donc c'est pour ça que le HDMI, c'est surtout dans le monde de l'audio-vidéo. Je suis obligée de poser la question sur le Bluetooth, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement. C'est que dans une réception Bluetooth, il est où le DAC ? Exactement. Là, on vient de parler de connexion filaire. Mais on peut adresser le DAC d'un appareil par du sans fil, c'est-à-dire par un signal Bluetooth que l'on envoie. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est quand je suis sur mon smartphone, je suis sur Deezer, Qobuz, Apple Music, mes musiques sont donc en numérique. Je les envoie en Bluetooth. Et donc le Bluetooth, c'est un protocole numérique. Et donc il va bien falloir de l'autre côté, l'appareil qui va recevoir ça, il va recevoir du numérique. Donc il va falloir qu'il le convertisse. Donc ce qu'il faut savoir,
c'est que du moment que dans un appareil qui soit très haut de gamme ou des petits récepteurs à quelques dizaines d'euros, quand vous avez un récepteur Bluetooth, il y a forcément un DAC intégré. On pourrait presque parler là de DAC Bluetooth sans fil. Et concrètement, le DAC Bluetooth, je le trouve dans quel produit? Déjà, n'importe quelle enceinte dit Bluetooth, en fait, vous adressez son convertisseur par les liaisons sans fil Bluetooth. Donc voilà, toutes les grandes marques, Bose, Sony, Marshall, etc. ont forcément un DAC à l'intérieur. Les lecteurs réseau, c'est souvent, alors tu fais un peu la grimace, c'est vrai que elle existe, mais c'est vrai que quand on est sur des bons lecteurs réseau, le Bluetooth, comme on dit souvent, c'est pratique. Les amis viennent, vont faire une émission, donc vont adresser le DAC de l'appareil en Bluetooth. Ça, c'est le côté pratique. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'il y a une meilleure qualité quand on fait de la connexion filaire ou qu'on utilise tout simplement le lecteur réseau interne. Et point super important, tout casque Bluetooth ou écouteurs, les tout petits AirPods d'Apple par exemple, les casques du marché, que ce soit chez Focal, chez Dali, chez Sennheiser et autres, on a une réception Bluetooth dans le casque, donc forcément dans le casque il y a un convertisseur, un ampli pour ensuite jouer la musique. Et donc, quand est-ce que je préconise le Bluetooth ou je préfère choisir le Bluetooth? Là on est vraiment, on le voit, c'est pas sur une problématique quel câble je branche, quelle qualité sonore surtout je veux, c'est justement je veux pas de câble. Donc j'ai mon smartphone, j'ai mon ordinateur, je veux jouer ma musique numérique sans fil, et tout simplement voilà, je fais du Bluetooth et j'ai pas d'autres questions à me poser. Alors après vous pouvez aller voir nos différents tests, nos fiches produits, il y a différentes qualités de Bluetooth. On va incruster aussi une vidéo qu'on a fait où on explique tout ce que c'est le Bluetooth, comment l'utiliser au mieux et tous les intérêts et les inconvénients de celui-ci. Mais voilà, allez voir cette vidéo pour les détails. Et en résumé, les avantages et les inconvénients d'une connexion sans fil Bluetooth? C'est ce qu'on a dit, c'est du sans fil, c'est très pratique, c'est très simple à utiliser. Aujourd'hui, il est en train de bien évoluer, c'est-à-dire qu'on a la PTX HD qui s'approche de la qualité CD, on a les versions beaucoup proposées par Sony, la version LDAC, alors ça n'a rien à voir avec le DAC, c'est LDAC, donc qui permet d'approcher cette fois-ci des formats au-dessus de la qualité CD, donc ça c'est très important. Puis voilà, du Bluetooth, il y en a de partout, c'est un petit détail. Quand vous êtes dans votre voiture, vous mettez votre smartphone en Bluetooth, et ça veut dire que vous avez un DAC dans votre voiture. Et pourquoi tu ne conseillerais pas le Bluetooth? Alors en dehors de ces aspects très pratiques, si on fait une recherche de qualité sonore, il est clair qu'on en parle dans toutes les vidéos, c'est par les connexions filaires qu'on obtient vraiment la meilleure qualité sonore. Faire attention en audio-vidéo, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle, c'est un protocole qui est un peu lent dans sa communication. Alors, historiquement, c'est fait pour les appareils téléphoniques. Donc c'est un peu lent, ce qui fait qu'on peut avoir une désynchronisation son-image. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Ça n'encaisse pas les meilleurs formats en qualité CD, HD, on en parle très très régulièrement. Et là où il faut être par contre très vigilant, j'ai fait tout récemment une vidéo sur un superbe baladeur de chez Stellan Kern, le SP3000M, qui a la possibilité d'émettre en Bluetooth vers un casque. Mais là, franchement, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait ça, c'est pas l'excellent DAC de la source, donc du baladeur, que ce soit chez Stellan Kern ou FiiO qui va être utilisé, mais c'est le DAC du casque des écouteurs. Donc voilà, il faut vraiment être conscient de cela dans le résultat final qu'on va obtenir. Eric, il y a une dernière connectique que je voulais aborder avec toi qui est plus discrète, en tout cas plus de niche, c'est la ES-EBU. Alors, effectivement, on le trouve sur très peu de produits. Par exemple, nous, on a au catalogue le tout nouveau FiiO S15. Donc, c'est un lecteur réseau dont on peut adresser le DAC interne ou on peut sortir vers un DAC externe, justement vers cette connectique. Si vous regardez à l'arrière, elle ressemble à du XLR. Donc, souvent, et nos clients le disent, ils appellent ça du XLR numérique. Donc là, je dirais, c'est comme avec le coaxial, c'est-à-dire qu'il y a une seule connectique et qui va permettre de véhiculer la totalité du signal stéréo en numérique. Donc on va l'utiliser vraiment de manière très similaire à du coaxial. Je dirais c'est un peu comme on choisit en analogique RCA, XLR. Là, est-ce que je choisis coaxial ou AES, EBU? On a des streamers de haute qualité chez Watson qui ont des sorties comme cela numériques pour des DAC qui auraient ce type d'entrée. L'intérêt, alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau affichage, c'est vraiment, c'est très ajusté. On voit que ça vient du monde professionnel où ils ne veulent surtout pas avoir des pertes de connectique, des arrachements de câbles. Ça permet d'aller sur des longueurs
peut-être un peu plus longue, mais encore une fois, qui met sa source numérique à 5 mètres de son convertisseur. Donc c'est souvent plutôt, je dirais, un signe de très haut de gamme sur les produits, parce que là aussi, un câble XLR numérique, donc AES, EBU, coûte tout de même beaucoup plus cher qu'un équivalent en coax, en optique ou en USB par exemple. Donc là, Eric, on a abordé vraiment en détail tout ce qui est entrée dans le DAC, mais si on entre dans un DAC, évidemment, on en ressort. Donc quelles sont les connectiques de sortie? Exactement, donc là on va sortir vers un ampli. Très simplement, si je reprends mon DAC magique, donc on a abordé les entrées numériques, on sait que maintenant comment on rentre. Ça va dépendre surtout de l'ampli que l'on a. C'est un ampli qui a des connectiques entrée analogique RCA, on va utiliser nos fameuses fiches rouge et blanc pour le signal stéréo. Si vous avez un ampli qui aussi présente des entrées dites XLR, donc cette fois-ci symétriques, nous on encourage à les utiliser parce qu'effectivement elles sont moins sujets à la perturbation, à l'écoute, elles vont proposer une plus grande dynamique. Encore une fois, vous faites le test parce que c'est une question de goût et de couleur là-dessus. Donc voilà de la manière dont on va sortir d'un DAC externe, c'est obligatoirement vers un ampli, un préampli, ou des enceintes actives, c'est impératif. Le point important sur l'asymétrique et le symétrique, on fait le choix, c'est les connectiques, mais aussi s'assurer que c'est du vrai symétrique. Alors les DAC, toutes les sorties sont en symétrique, donc s'assurer que l'ampli qu'on va utiliser ou les enceintes, là aussi la conception interne soit symétrique. Nous on le précise bien sur les fiches produits. Et si vous avez un équipement plus ancien, c'est assez facile en interrogeant le fabricant ou consultant tout simplement la documentation. Alors, il y a des sorties qu'on n'a pas abordées, c'est des sorties dédiées au casque en 6.35, 3.5, 4.4, voire même XLR. C'est vrai, Mélanie, ce qui plaît beaucoup dans les DAC, c'est que nombreuses références rajoutent une partie ampli casque, et donc sortie casque bien sûr. Si on regarde le DAC magique en question ici en façade, on a une prise 6.35. Les DAC nomades, c'est clairement leur fonctionnalité. Elles sont tous équipées de au moins une mini jack pour un signal asymétrique 3.5 ou symétrique en 4.4. Une raison pour laquelle effectivement souvent on va aussi rechercher un DAC externe, c'est pas uniquement pour la conversion vers l'ampli, mais c'est pour un usage au casque. Le DAC Magic 200 qu'on a avec nous, le Eversolo Z8 ont en façade, vous pouvez le voir, une sortie casque 6.35, donc ça veut dire qu'il y a forcément un ampli casque et là, pour alimenter cette sortie. C'est-à-dire que le signal numérique va partir et ça peut être utilisé d'ailleurs exclusivement pour cet usage, pour avoir une solution très bon marché pour faire de l'écoute au casque. Bien sûr, les DAC nomades sont dédiés à cela, c'est-à-dire que le but c'est de prendre le signal numérique du smartphone et de l'amener vers notre casque filaire par une sortie 3.5 ou 4.4. On a rentré récemment au catalogue aussi des produits qui sont vraiment dédiés à cet usage. Je pense au lecteur FiiO R7, R9, où on va les prendre pour cette partie lecteur, DAC et sortie casque, et ampli casque. Donc là, on a abordé ensemble en fait tous les avantages que présentent ces DAC externes qui incluent aussi des amplis casques. Et quels seraient pour toi les inconvénients de ces produits-là? Déjà, ça dépend complètement des attentes que l'on a, donc du casque dont on est équipé, de l'intensité d'usage, si on veut vraiment faire beaucoup d'écoute au casque. Là, de ce côté-là, tous les DAC ampli casque ne sont pas égaux en qualité. Si on regarde sur un lecteur réseau comme le Note 2025, qui est un lecteur et aussi DAC bien sûr, avec un ampli casque, est une amélioration des versions 2021. On a fait un test tout récemment sur le Node Icon, où là, ils ont porté un soin encore plus important sur la sortie casque. Et là, on bénéficie d'un lecteur ultra universel, parce que justement, grâce à son lecteur, son DAC intégré, on peut avoir de très très belles écoutes au casque. Je parlais des modèles FiiO, où ils ont mis vraiment l'accent là-dessus. Donc là, ce qu'il faut, je dirais, c'est vraiment écouter en fonction de son casque ces sorties-là, parce que la partie ampli casque et le traitement qui est associé ne sont pas tous égaux. Il y a une vraie différence de qualité. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est du coup, j'ai une paire d'enceintes passives, est-ce que je peux venir la brancher directement sur mon DAC? Alors, sur tous les DAC qu'on a évoqués jusqu'à présent, non, parce que leur rôle, c'est vraiment de sortir un signal analogique vers un ampli. Si vous êtes sur ce qu'on appelle un ampli DAC, donc là, oui, parce qu'un ampli DAC, c'est avant tout un ampli. D'ailleurs, nous, on ne les désigne jamais comme cela.
Donc là, vous avez un ampli. Donc vous pouvez adresser son DAC par toutes les entrées numériques qu'on a évoquées. Et là, bien entendu, c'est un ampli. Donc vous allez sortir via les borniers habituels, brancher vos câbles Hi-Fi vers vos enceintes passives. Dans cette vidéo, on vous a bien présenté comment brancher un DAC. On a déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je vous invite à vous y référer. Il y a des vidéos sur DAC, lecteur réseau, streamer, récepteur Bluetooth et récepteur AirPlay. Quelle est la différence? On a aussi une page dédiée avec un guide sur les DAC audio. Donc voilà, sur la boutique d'eric.com, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Et comme habituellement, je vous retrouve dans les commentaires et je sais que ce sujet amène beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas, ça me permet de vous apporter une réponse et surtout de vous orienter justement sur différentes vidéos, différents contenus, fiches produits qui vous aideront à mieux comprendre comment utiliser votre DAC et en acheter un nouveau par exemple.